retour avec les difficultés techniques qui nous ont fatigués un tout petit peu. Mesdames et messieurs, bonsoir et toutes nos excuses à l'ensemble de nos auditeurs et auditrices, panélistes et journalistes. Voilà, c'est parti donc pour la 70e édition de Washington Débat. Washington Débat, 70e édition en direct de Washington en ce samedi 5 mars. Samedi ensoleillé, samedi plein d'activités socio-culturelles ici à Washington. Au moment où nous vous parlons, une journée porte ouverte est effectuée à l'ambassade de Guinée à Washington. Nous avions fait un tour et les artistes, visiteurs et touristes sont très nombreux pour apprendre sur notre pays, ce qui est une très bonne chose. La Guinée n'est pas seule, il y a aussi des ambassades de Côte d'Ivoire, du Bénin, d'Afrique du Sud, du Botswana, du Mozambique, du Ghana et voilà de l'Égypte. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est parti pour la 70e édition. Au micro, Georges Léonard Sagno, dans cette édition en Guinée, la récente visite de El Hadj Selouda Diallo, leader de l'opposition patron de l'UFDG à la présidence de la République, est-elle la conséquence du report des élections législatives initialement prévues pour le 8 juillet prochain en Guinée? Quelle analyse faites-vous de ce report, mesdames et messieurs? Et le thème panafricain, il y a des thèmes panafricains donc. Alors au Mali, de violents combats ont opposé lundi les loyalistes à la junte de Bamako, faisant une vingtaine de morts, alors que le nord du pays est toujours aux mains des rebelles. Quel commentaire faites-vous de ce nouveau développement de la situation au Mali, de pays mitoyens à la Guinée? Alors en Guinée-Bissau, nous restons dans la sous-région, d'un coup d'État à un autre, d'une crise à une autre, d'un conflit à un autre. La CEDEAO prône la tolérance zéro contre les putschistes de Bissau et exige le retour immédiat à l'ordre constitutionnel et la libéralisation et la libération des détenus politiques. À votre avis, la CEDEAO pratique-t-elle la politique de deux poids, deux mesures face à ces deux conflits sous-régionaux? Nous le ferons tout à l'heure avec nos panélistes et invités. Mesdames et messieurs, un peu plus loin de la sous-région ouest-africaine troublée en ces temps-ci, la RDC n'en demeure pas moins troublée. Alors, République démocratique du Congo, où la traque du général Bosco Ntaganda, un général dissident de l'armée régulière, se fait, et le week-end dernier, il y a eu des combats acharnés entre l'armée de la République démocratique du Congo et la milice fidèle au général dissident Bosco Ntaganda. Alors, la RDC négocie-t-elle sa sécurité avec ce général dissident? Car au moment où nous vous parlons, le monsieur n'a pas encore été arrêté et le général Bosco Ntaganda se dit être donc au-dessus de la mêlée. Il ne se mêle pas des combats. Alors, qui combat contre qui en RDC? Nous le serons tout à l'heure avec la contribution de Mme Chantal Faïda, économiste analyste à Goma, et juste à côté de Mme Chantal Faïda, une autre grande dame de renom, Mme Marie-Rose Bora. Marie-Rose Bora sera dans cette émission pour la première fois. Et un peu plus loin dans le centre du pays, notre confrère El Hadj Koudra Maliro. El Hadj Koudra Maliro est journaliste à Radio Télé-Liberté Béni FM, notre radio partenaire là-bas en RDC. RDC où il est 21h25 en heure locale, 19h25 en temps universel coordonné et 15h25 à Washington. Pour commencer donc cette émission, direction Minnesota où nous pratique notre consultant, M. Alain. Monsieur Alain, bonjour et merci de votre patience. Les difficultés techniques nous sont un tout petit peu fatigués, mais cela n'a pas dérangé le cours normal de cette émission. Alors, pour commencer, Monsieur Alain, comment allez-vous à Minnesota? Je vais très bien. Il pleut beaucoup à Minnesota aujourd'hui. Très bien. Et de Minnesota, nous serons du côté de Raleigh où M. Diona a déjà pris position dans son fauteuil pour donc analyser ce grand thème. Alors, M. Alain, la récente visite d'El Hadj Selouda Diallo, leader de l'UFDG, donc leader de l'opposition actuellement à la présidence de la République, c'était le mercredi passé, avec le président Alpha Condé, une audience qui a duré plus de 2 heures d'horloge, selon les propos de El Hadj Selouda lui-même. Est-ce que, à votre avis, M. Alain, d'abord, quelles conséquences tirées de cette visite et quelles leçons tirées de cette visite? Et pensez-vous que cette visite est la résultante du report des élections législatives initialement prévues le 8 juillet prochain en Guinée, M. Alain?
Merci beaucoup, Monsieur Georges. Merci à tous nos confrères de la radio Guinée-USA. Et vous saviez, comme je vous ai toujours dit, la Guinée est un pays très béni de Dieu. Nous ne connaissons pas tellement d'animosité comme dans d'autres pays. Et aujourd'hui, la rencontre entre El Hadj Cellou Dalein Diallo et le président Alpha Condé n'est pas une surprise. Les deux ont des amis communs et depuis la crise électorale, les amis ont essayé de jouer entre les deux pour que ça marche en Guinée, effectivement. Et je sais que c'est ce qui est en train de se passer. Et entre El Hadj et le président, je sais que tout commence à rentrer en ordre. Et c'est toujours dans le cadre aussi d'organisation des élections. Cela a un impact. Parce qu'il faut qu'il y ait l'entente entre la mouvance présidentielle et l'opposition pour que tout démarre bien en Guinée. Donc, cela est une conséquence positive même du report, parce que, vous savez, tout le monde n'était pas pour cette date. Donc, si le chef de l'opposition lui-même a rencontré le président, ils en ont débattu, ils ont eu des propositions, et celles de part et d'autre, les propositions ont été acceptées. Donc, c'est une chose heureuse que nous pouvons bien saluer, et de la part de l'opposition, de la part de la présidence. Je vous remercie. Monsieur Alain, merci de vos analyses qui sont très bien. Alors, nous n'allons pas vous lâcher car vous l'avez dit, donc, selon vous, donc, c'est la conséquence de cette visite qui a été au palais sectoriel là-bas à Bouzidé. C'est cette visite qui a permis au président guinéen de discuter avec le chef de file de l'opposition, car vous le savez, M. Dalein était venu était le deuxième candidat sur la liste nationale après donc les élections. Il était le principal challenger du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, ici, Alpha Condé tend la main à M. Diallo et que ce dernier saisit de cette occasion. Vous l'avez dit, c'est une issue heureuse. Mais aux yeux de beaucoup d'observateurs, les gens ont pensé que Cellou Dalein est en train d'aller un peu en dehors de son combat, puisque étant chef de l'opposition, il devrait adopter la ligne pure et dure. Quel commentaire avez-vous face à ces propos, M. Alain? Je sais que ce n'est pas ça la solution que l'opposition peut adopter. Parce que l'opposition est là pour la construction du pays. On ne peut pas s'opposer à tout, mais on est là, opposition, quand ça ne va pas. Mais si un président tend la main à l'opposition, dans le cas du développement, l'opposition ne pourra pas dire non. Parce que c'est le même objectif que les deux ont, peut-être c'est la philosophie qui diffère ou l'idéologie. Mais il sait que c'est la gestion de l'État. Et la gestion de l'État incombe tout le monde, que ce soit l'opposition, que ce soit la présidence. Donc, c'est une erreur d'appréciation des uns des autres qui disent que vraiment, elle devait être dur. Dire par rapport à quoi? Si l'opposition tire tout sur la ficelle, c'est la population qui va en souffrir. Le pays ne va pas bouger. Donc, il faut que les deux parties mettent de l'eau dans leur vin pour que la Guinée bouge. C'est dans ce cadre-là. Cellou est un administrateur. Il a longtemps géré la Guinée. Il sait que la solution n'est pas de rendre dure la situation au président ou au gouvernement actuel. Non, c'est pas ça sa vision. Mais c'est pour que tout soit équitable, que tout aille bien en Guinée. Donc, ceux qui apprécient, ça n'engage que, mais Cellou a fait vraiment un acte aussi très patriotique. Et je l'apprécie. Très bien. Vous l'appréciez. Nous allons donc essayer de prendre la route de Raleigh.
spolier Allemagne. Si spolier è ricca. On est où les Macloda? Ah, Daniel Maman. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, c'est donc Washington D.C. Nous allons essayer de poursuivre cette émission. Alors, si nos amis de Raleigh sont en ligne, M. Dionin, nous allons venir à vous après cette descente musicale fournie par Aubin Sia, comme vous le savez. Alors, mesdames et messieurs, nous avons le politologue Kinéan en ligne aussi de Washington. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous sommes à Radio Guinée ici. Nous enseignons au micro, voilà. Donc, c'est parti donc, après cette descente musicale, nous allons continuer le grand débat, mesdames et messieurs. Le sujet du jour, vous le savez, c'est la rencontre au Palais Tempurea entre le professeur Alpha Condé et M. Elhad Diallo. Alors, direction donc Washington DC, où nous pratiquons notre politologue guinéen, M. Chérif Liman François. Pour commencer d'abord, comment allez-vous? Oui, je vais bien, M. Georges, je vais bien et je salue aussi le bien. C'est ça. Alors, merci de pratiquer Radio Guinée USA. Alors, nous allons donc essayer de tenir ce grand débat d'aujourd'hui. Alors, vous le savez, M. Chérif Liman François, que El Hadj Selouzalen Diallo, leader de l'opposition guinéenne, a été reçu au Palais Tempurea il y a de cela maintenant une semaine et demie. Au cours des audiences, il a été notamment question du report des élections et, disons, de la CENI. Alors, quelle analyse d'abord faites-vous de cette réception qui a eu lieu dans la soirée de ce mercredi, que les hommes et femmes de Guinée ne vont jamais oublier M. Chérif Liman François? Oui, d'abord, une remarque, ensuite une déception. Oui. Je voulais dire la remarque, c'est parce que la rencontre initiée par la présidence à travers des multiples employés du président de la République qui ont initié la démarche. Oui. Et il y a eu la rencontre, mais malheureusement, il était question d'une rencontre inclusive, c'est-à-dire que permettant à tous les partis de participer. Mais on voit que la présidence de la République a pu jouer encore le jeu politique en invitant certains leaders ou certains sous-leaders. Je veux parler le cas apparemment le cas de la NCR, donc le secrétaire
vraisemblablement que son président n'était pas d'accord sur les mots de la rencontre, les causes de la rencontre. Bon, simplement, donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici que le pouvoir est en train de tout faire pour diviser les partis, notamment les partis qui pouvaient lui porter dommage pour les élections présidentielles, pour les élections législatives en Guinée. Et l'autre chose que je voulais, j'ai parlé de remarques négatives, c'est parce que j'ai observé, ou la classe politique a observé le président Alpha Condé, il ne veut pas bouger depuis sa réélu, et au moins il essaie d'ignorer que nous ne sommes pas encore dans la période transitoire. Cependant, la vérité est que la transition continue à l'élection des députés pour mettre fin à cette période d'exception. Sinon, il est le seul pouvoir qui dirige le pays, il est le seul qui est d'abord élu et celui qui utilise tous les autres pouvoirs pour faire régner sa volonté sur le pays. Donc, et ce que je voulais encore ajouter, c'est de voir que c'est malheureux de constater qu'en Afrique du XXe siècle, il faut attendre toujours l'Occident pour nous dire de faire ce que nous devons faire. Vous avez vu les sorties répétitives de Pied d'Orsay, vous avez vu les remarques généralement d'inquiétude de la part du département d'État, du gouvernement américain, demandant à nos autorités d'organiser des élections législatives le plus tôt possible. Ce qui devait se faire après 4 ou 6 mois, aujourd'hui, en fait, c'est un an. Je me dis que comment voulez-vous comprendre que l'Africain puisse être respecté si lui-même ne se respecte pas? Nous avons vu des régimes, des Blondé, nous avons vu Alassane Ouattara qui a eu des élections, qui a dirigé la retraite du pouvoir dans une durée la plus longue presque dans le monde. Souvent en Afrique, il y a des rébellions qui ont fait 30 ans comme en Éthiopie, mais lui au moins il a fait 10 ans à la retraite du pouvoir. Mais dès qu'il a eu le pouvoir, il avait un programme bien établi, il a organisé après les élections, il a organisé les législatives qui continuent. Mais le président Alpha Condé, après 40 ans d'opposition, de combat politique, vous voulez dire, oui. Voilà, apparemment, il n'était pas prêt pour diriger la Guinée, puisqu'on le voit à travers des multiples commissions qu'il est en train de mettre sur pied, à chaque problème qu'on lui pose, il va de mettre sur pied une commission, et à chaque un autre problème qui survient demain, il met une autre commission, il oublie la première commission, donc on a plusieurs commissions. Les commissions ne sont pas meublées, les lignes directives ne sont pas données, et de commission en commission, on comprend que le pays, il n'était pas prêt pour gouverner la Guinée, et vraiment c'est un mauvais choix, mais c'est tout possible de faire. La démocratie a voulu qu'il soit là. Nous allons, tout ce que nous demandons, la classe politique par sa maturité aujourd'hui, elle a accepté de répondre à son appel parce que l'Occident et l'Amérique ont décidé de pas y aller. Sinon, je crois qu'ils n'avaient pas la volonté de les inviter autour de la table. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est vrai. S'il avait la volonté de faire les élections, on aurait organisé, on aurait respecté la loi, la constitution est là. Aujourd'hui, dans le cas... Oui, monsieur Céline François, vos analyses sont très bien et vous avez plein d'auditeurs qui vous écoutent en ce moment même. Ce que nous voudrions vous demander, est-ce que vous pensez que le fait de recevoir le chef de type de l'opposition, El Hadj Cellou Dalein Diallo, au Palais Sékou-Touré, c'était un bon geste de la part du pouvoir pour essayer de discuter avec le principal leader de l'opposition afin que les problèmes de la nation, les problèmes politiques, socio-économiques soient discutés entre fils guinéens, alors fils d'une même nation, et bien évidemment au centre de ces discussions, il était question donc de la CENI et de l'organisation de ces dites élections législatives qui tardent à venir. Alors, pensez-vous d'abord, la première question, est-ce que c'était un geste politique fort de la part du président? Est-ce que ce geste, en tant qu'analyste politologue guinéen, vous l'appréciez à sa juste valeur? Bon, vous savez, au premier tour, le parti qui a porté le RPG, le parti du président, n'avait eu que 18% des voix. Et le Diallo, là, ce Diallo avait eu, si je ne me trompe pas, 41% des voix. Et donc, il a fallu le deuxième tour pour que les autres se rallient auprès du président. Et vous avez vu, le jeu
d'exigence, je dis bien d'exigence encore de l'Europe et de l'Amérique, si on n'allait pas le faire, c'est parce qu'il retarde les élections en tant qu'analyste pour être planté complètement son parti sous le territoire national pour au moins conquérir la stratégie de la Haute-Guinée. Alors, en tant que politologue, est-ce que c'était un geste important que le président ait posé ici ce jour-là, M. Chérif François? Voilà, je revenais en conclusion que l'acte posé par le président de la République n'était pas dans l'intérêt de la classe politique guinéenne, ni dans son intérêt. C'était juste pour satisfaire la demande des Occidentaux. Normalement, alors, si tel était le cas, pourquoi le leader de l'IFDG, M. Seul Dalen Diallo, a fait le déplacement de Sékou-Touré à M. Chérif François? Vous savez, nous sommes en démocratie. Pour toujours aller là-bas. Et la classe politique, de façon stratégique, doit répondre à l'appel de celui qui se fait appeler père de la nation, à l'appel du président. Malgré nous savons que le président n'a pas la volonté de les inviter, mais il est obligé de les inviter, et ce qu'il fait, il est obligé de les inviter. La classe politique, notamment M. Dalin, doit faire le déplacement pour aller écouter. On ne refuse pas un appel. La démocratie n'est pas une certitude. Cette même opposition avait demandé le dialogue, et si le président entend la perte, vous ne pensez pas que l'opposition peut s'en saisir pour aller au dialogue? Voilà, l'opposition avait demandé le dialogue au moment où nous avons constaté que le président était en train de violer la Constitution en ne pas vouloir respecter la date du type des législatives. Étant donné que nous avons les moyens, le président voulait donner les moyens, l'Union africaine devait nous accompagner, tous les organismes internationaux devaient nous accompagner. Dans ce moment que l'opposition a exigé, ayant constaté le manque de volonté de la part du pouvoir d'organiser des élections à temps, et l'opposition avait demandé d'ouvrir le dialogue. Il faut respecter dans l'esprit de respecter la date fixée par la Constitution. Le pouvoir a refusé en ce moment. Aujourd'hui, l'inquiétude est au niveau maintenant de nos partenaires multilatéraux et bilatéraux et des organismes des Nations Unies et d'autres puissances étrangères. Donc, l'influence aujourd'hui de convoquer ce dialogue dans le pouvoir. Moi, en politicien, je me dis la classe politique a fait preuve de maturité pour répondre à l'appel et écouter ce que le pouvoir dit. Le pouvoir. Alors, si vous étiez un professeur de mathématiques et qu'on vous demandait de noter. Alors, M. Chérif François, vous me suivez? Oui, je vous suis. Oui, il y a beaucoup d'auditeurs en ligne, mais je reste avec vous car vous êtes l'homme en la matière, vous êtes le politologue guinéen basé à Washington ici. Alors, s'il était question de noter Seul Dalen Diallo dans son geste, dans sa démarche vers l'organisation des élections, il a été reçu par Sékou Touré. Qu'allez-vous donner comme note à El Hadj Dalen Diallo? Bon, je l'apprécie d'abord pour son courage politique depuis qu'il avait accepté les résultats qu'il avait pratiquement gagnés, mais théoriquement gagnés, mais pratiquement perdus. Il fait preuve de courage et malgré les oppositions internes au sein de son parti, de ne pas rencontrer le président, mais il est en train aujourd'hui de fonder une politique démocratique à des militants lui-même. Pour les dire que nous allons en politique, nous ne sommes pas des ennemis, mais nous faisons la guerre des arguments, la force des idées, nous ne battons pas des hommes physiquement. Et le président n'est pas un ennemi, c'est un adversaire politique. C'est la culture qui est en train. Et pour le noter, pour le noter par rapport au président Conte, parce que le noter par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà. Si je dois le noter par rapport à Alpha Condé, moi je me dis que c'est lourd. Et je veux le noter à 9. Et Alpha Condé, au temps de Conte, il n'a jamais accepté de rencontrer Conte, même quand il était opposant. Il n'a jamais accepté de rencontrer Sékou-Touré quand il était opposant. Je voudrais le noter par 4. Il n'a même pas la moitié, il n'a jamais eu l'esprit démocratique. Merci beaucoup, M. Chérif François. Les auditeurs apprécieront. Washington Débat se poursuit donc en sa 70e édition en direct de Washington, où je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, une activité culturelle importante s'effectue. Une journée
est ouverte sur les ambassades africaines et caribéennes ici à Washington. Au moment où nous parlons, Washington, l'ambassade de Guinée bouillonne de monde, les visiteurs et touristes se bousculent à la porte de cette ambassade pour venir se familiariser avec la Guinée, notre cher pays. Alors nous aurons en détail dans nos prochaines éditions. Direction donc, on reste à Washington, où nous pratique Monsieur Jules Fangamo. Monsieur Jules Fangamo, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes un homme important sur les antennes de Radio Guinée. Quelle analyse faites-vous de la réception accordée par le leader de l'opposition, M. Cellou Dalein Diallo, par le président de la République il y a de cela une semaine et demie au palais Textile à Conakry? Bonsoir, M. Jean. J'apprécie vraiment M. Cellou Dalein Diallo qui a eu le poids de la démocratie pour aller rencontrer le président parce que le pays, ça ne va pas. Mais je le condamne d'accord en tant qu'opposant parce que j'avais suivi son interview. Il n'a pas vraiment accompli sa mission en tant qu'un opposant. On sait que c'est possible pour rencontrer le président, mais depuis combien d'années rien ne marche dans notre pays. Mais Cellou Dalein, j'ai vu, il ne faisait qu'attaquer le président de la CENI. Parce que le président de la CENI ne peut rien faire sans le président aujourd'hui dans notre pays. Je ne dis pas dans un pays démocratique comme aux États-Unis. Mais Cellou Dalein, je vois sur lui vraiment, il a un peu changé de la manière qu'il parlait avant. En tant qu'un opposant, il doit d'abord évoquer ce qui ne va pas dans le pays. Parce qu'il est l'opposant le plus respecté dans notre pays. Et après, je vois le président vit sur lui, sans Cellou Dalein, rien ne marche. En tant qu'opposant, il devrait quand même évoquer beaucoup de tâches, parce qu'aujourd'hui, il y a le problème de la sécurité qui marche dans notre pays. Et lui-même, Cellou, il était victime des attaques dans son domicile. Mais après son retour, je n'ai jamais vu, il ne fait qu'attaquer le président de la CENI. Non, moi, ça ne m'a pas vraiment convaincu. Je peux dire qu'il a été un peu corrompu. Et je vois, il défend le pouvoir en tant qu'un grand opposant comme Cellou. Et je vois qu'il a perdu sa place aujourd'hui, sa popularité en tant qu'un opposant. Donc, j'aimerais vous dire aujourd'hui, dans la démocratie, il faut discuter avec, c'est pas mal de rencontrer avec le pouvoir. Il faut rencontrer. Je vous donne l'exemple aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, il y avait eu des rencontres entre les opposants. Et les opposants ont évoqué, c'est qu'ils ont remercié Hassan parce qu'Hassan travaille à Abidjan, mais il ne travaille pas à l'intérieur du pays. C'est ça, il faut évoquer les bienfaits et évoquer les choses que le président n'arrive pas à faire. Mais Cellou n'a pas évoqué. En tant qu'un opposant. Et je ne sais pas si c'est manque d'expérience ou manque d'entourage, et je ne sais pas, en tant que politicien. Et donc, il faut quand même, j'ai apprécié parce qu'il s'est déplacé pour aller voir le président pour discuter, je ne sais pas, après 2 heures de temps de meeting. Et il ne fait que parler de la CENI. Non, c'est pas ça. Moi, en tant qu'un opposant, il faut que j'évoque ce qui ne va pas dans le pays. Et je vais prouver à mes militants, défendre mes militants, et le montrer réellement ce qu'il faut faire. Pour le montrer que moi aussi, je défends mon peuple. Mais je vous dis aujourd'hui, Cellou a perdu sa popularité. Après, selon vous, donc, pour avoir effectué le déplacement de Sékouréa ce mercredi-là, c'est ce qui lui coûte, selon vous, cette popularité, n'est-ce pas, M. Jules Fangamo? Oui, après son déplacement au palais présidentiel, c'était bon, beaucoup avaient apprécié, mais après son débat, beaucoup ont eu des critiques, j'ai lu beaucoup de critiques sur lui. Donc, c'était pas normal. En tant qu'observateur de la vie nationale, pensez-vous que ce geste posé par Cellou Dalein Diallo méritait d'être posé? Est-ce que Cellou devrait aller au palais Sékouréa pour discuter avec le président afin que les problèmes de la nation soient discutés entre les deux afin de trouver, je ne dis pas une issue, de trouver un terrain d'entente, une issue car de cette audience dès le lendemain, on a constaté que le
report des élections a été donc annoncé. Pensez-vous qu'il était important pour la vie de la nation, pour ne pas que le rythme respiratoire de la vie de la nation donc s'arrête, que M. Selou effectue le déplacement du palais territorial, M. Jules Fangamon? Oui, c'est pour cela que je viens de dire que j'ai beaucoup apprécié et c'est normal de le faire, de son déplacement au palais présidentiel, c'est normal, ils ont eu à discuter. Mais il n'a pas réellement comment dire ça, expliqué ce qu'ils ont fait, ce qu'ils se sont dit là-bas, parce qu'il a sûrement attaqué, et ce que je vois, ça là, ce qu'il disait, c'était entre les opposants, Sidia Touré, les Bayamo numéro, ils étaient là-bas, ils avaient fini par ça. Ils voudraient éliminer le président de la CENI, parce qu'ils n'ont pas confiance au président de la CENI. C'est la même chose que les opposants disaient, et il n'a rien dit d'important. Après 2 heures de dispute, pourquoi? Oui. Et il n'a pas réellement dit quelque chose qui devrait défendre la nation. Alors, quels sont les points que vous avez constatés dans les discussions où vous avez relevé et que M. Soldalin, il devrait les défendre, ne les a pas défendus publiquement ou en tout cas en entretien avec le chef de l'État? Oui, il n'a pas défendu son peuple publiquement en tant qu'un opposant. Et c'est là-bas. Quel plan, M. Fangamou? Ok, aujourd'hui en Guinée, il y a l'insécurité. Aujourd'hui, vous voyez que le président a divisé la Guinée en 2 parties. Comment on peut dire en 3 parties? Parce que aujourd'hui, ce sont les seuls chômeurs qui règnent dans leur coin. Et vous voyez, Alpha a eu le pouvoir à diviser les peuples pour avoir la place aujourd'hui. Et je vous dis aujourd'hui, en tant que moi et Jules Fangamou, je devrais aussi défendre mon peuple publiquement à la télé partout. Et il faut que ce que j'ai eu à dire au peuple, au président, pour que aujourd'hui mon peuple soit un peu respecté, un peu, comment on dit ça, qui sera vraiment respecté dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, parmi les ministres Alpha, ils ont mis dans leur tête sûrement que les peuples qui font du mal au pays, alors que les peuples là sont les peuples de la Guinée. Et je suis forestier, je pense en tant que forestier, mais je suis guinéen, je suis de la Guinée. Donc, Seloudalin n'a pas pu défendre son peuple. Et maintenant, j'ai dit, il y a d'autres peuples qui sont passés contre lui. Il ne sait que pas de la CENI. Et la CENI, on sait que depuis des mois, l'opposant ne fait que faire des marches pour qu'il puisse enlever le président de la CENI. Donc, je condamne Seloudalin et il a perdu sa popularité. Et je sais que tôt ou tard, il n'y aura pas le pouvoir en Guinée. Maintenant, on n'a pas un bon opposant en Guinée. C'est pour cela, je respecte M. Midimono qui a eu à démissionner parce que son président ne respecte pas la démocratie dans notre pays. En tant qu'opposant, ce n'est pas la guerre pour moi, mais il faut quand même défendre ton droit et défendre ton peuple en tant qu'un opposant. Merci, mesdames et messieurs. Vous suiviez donc M. Jules Fangamou, panéliste à Radio Guinée USA et de Washington. Alors, nous restons dans la sous-région, ici, dans la région métropolitaine de Washington. Vous trouvez un autre panéliste de renom, M. Gata Bemou, apparemment. M. Gata Bemou, est-ce que vous avez suivi la rencontre entre le président de la République et le professeur Alpha Condé, président de la République, et le chef de l'opposition, M. Seloudalin Diallo? Apparemment, M. Gata Bemou ne porte pas son casque. Nous allons faire un détour du côté de Raleigh, la cité ensoleillée. Alors, M. Diona, si vous me recevez et que vous portez bien votre casque, comment allez-vous pour commencer? Oh, très bien. Voilà le débat. La température monte ici dans nos studios. Comme vous le savez, les panélistes ne font pas de cadeaux. Alors, le chef de l'État a reçu, il y a une semaine et demie, le principal opposant à son régime, El Hadj Seloudalin Diallo. Je vous rappelle que nous attendons d'un moment à l'autre notre compatriote Alpha Issaga Diallo, du côté de New York, Alpha Issaga Diallo, qui est membre de l'UFDG, du parti de El Hadj Seloudalin Diallo. Alpha Issaga Diallo viendra défendre donc la position de son patron. Alors, mesdames et messieurs, donc, l'émission se poursuit. Direction donc à Raleigh où nous retrouvons M. Diona. M. Diona, dans une société démocratique, une société qui se construit, qui veut poser des jalons de la démocratie et renforcer ces mêmes jalons, est-ce que vous pensez normal que le chef de l'opposition reçoive
fois le chef de l'opposition rencontre plutôt le chef de l'État? C'est tout à fait normal. C'est normal. Parce que d'abord, la politique est malade. Il y a un manque de communication entre, comment dire, les leaders et la base. Et c'est la confusion totale. Et les gens, comment dire, ces positions se rencontrent, ils ne sont pas clairs. Ils vont, comment dire, avec des arrêts français. C'est grave comme ça. On ne peut pas chercher de l'aiguille, comment dire, avec quelqu'un qui a un pied là-dessus. C'est pas possible. Il faut être franc dans tout ce que tu fais et voir, comment dire, le peuple en face et voir le pays en face. Mais ce que je peux dire ici, c'est que, comment dire, l'opposition n'est pas prête, comment dire, à aller aux élections. L'opposition est en train de distraire, comment dirais-je, qui est en train de distraire le peuple. Distraire, comment dirais-je, ceux qui sont actuellement ou destinés, comment dirais-je, la nation. C'est ce que je vois. Et c'est pas que c'est normal. Depuis combien de temps? Il revendique des droits. À chaque fois, ça va de revendication à revendication. Il ne recule pas, il ne diminue pas, malgré les solutions, c'est pas ça. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Il ne communique même pas avec la base. On a écouté Milimono 2 semaines de cela. Il a dit, est-ce que dans tout ce qu'ils entreprennent, dans tout ce qu'ils font, est-ce qu'ils entreprennent des campagnes d'explication au peuple, à leurs militants? Non. Donc les inciter, comment dirais-je, à la revoir, à de n'importe quoi, c'est pas normal. Et à écouter, comment dirais-je, monsieur Pangamou Gilles ou monsieur Chérif Nima François? Monsieur Chérif Nima François, je dirais que c'est écouter franc dans tout ce qu'on dit. C'est franc dans tout ce qu'on dit. L'opposition n'est pas prête à aller aux élections. L'opposition ne veut pas, comment dirais-je, ne veut pas que comment, le pays soit dirigé par Alpha Condé. Mais, selon les résultats, je crois que les élections, c'est déjà pas mal ce qu'ils ont fait. Ils n'avaient pas donné la main, comment dirais, féliciter, comment dirais, le gagnant. C'est tout à fait bien. Il faut continuer dans ce sens-là. Mais alors, est-ce que vous pensez que c'est cette réception ou cette audience que le chef de l'État a accordée à Cellou Dalein Diallo est la résultante, voilà, mesdames et messieurs, alors on me dit à du côté de la technique que nous avons un appel de New York, direction donc New York City, New York où nous a rejoint notre politologue panéliste de Radio Guinée USA. Monsieur ou madame, bonsoir et bienvenue à Radio Guinée. Bonsoir, monsieur Sagno, c'est Alpha Isiaga qui est en direct là. Alpha Isiaga Diallo, vous étiez attendu, vous êtes là, et voilà donc, merci de votre fidélité au programme de Radio Guinée USA, votre première radio numérique praticable à www.rgusa.net. Alors, monsieur Diallo, la question qui divise le panel, c'est cette réception, cette audience qu'a accordé le chef de l'État à El Hadj Cellou Dalein Diallo, leader de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, dont vous êtes membre. Alors, pour commencer, comment votre comité, votre parti a apprécié cette audience du chef de l'État avec le leader de l'UFDG, M. Alpha Isiaga Diallo? Ok, merci M. Sagnon et je dis bonsoir à tous nos auditeurs et à tous nos panélistes. M. Sagnon, je crois que l'UFDG et la Cellou Dalein Diallo, il est là depuis qu'il est là, je crois qu'il a montré sa bonne volonté, vraiment son souci pourvu que la Guinée sort de ce problème des élections dans de très bonnes conditions alors qu'il n'y a pas guerre civile. Je crois qu'à partir du moment où Ella Cellou a quand même accepté le résultat des urnes par la Cour suprême, je crois qu'à partir de là, il n'est pas opposé à ce que le gouvernement d'Alpha Condé travaille. Mais malheureusement, nous assistons à des dérapages de gauche à droite. Et là, Cellou est en contacté plusieurs fois par le chef de l'État. Il a envoyé des délégués pour vraiment le rencontrer. Je crois que, étant un Guinéen quand même qui est là à soucier du devenir de ce pays, il devrait aller quand même dire présent devant celui qui se prétend être le président démocratiquement élu de la Guinée. Je crois qu'il l'a fait. Il est parti pour dire reprendre tout ce que vous connaissez comme dérapage. Il a montré au président qu'il fallait quand même qu'il faut des élections libres et transparentes, mais
là, il faut reformer la CENI, il faut quand même trouver un consensus pour en tout cas continuer le reste de la transition. Et ce que la CENI est parti dire, c'est de montrer que lui, il n'opte pas pour une guerre, il opte pour des négociations, il opte pour une sortie de crise vraiment honorable pour la Guinée, mais malheureusement pour nous, car celui qui est là en tant que premier responsable en Guinée ne se suffit pas comme elle a tenu. C'est pourquoi elle a tenu est venue, c'est montrer à la communauté nationale et à l'opinion internationale que l'opposition ne veut pas de dérapage, l'opposition ne veut pas de guerre, l'opposition, notre souci, c'est d'avoir des élections libres et transparentes, apaisées, acceptables par tout le monde. C'est ce qu'elle a parti traduire et je crois que l'appel a été entendu. Vous avez vu, après ça, vous avez vu Bernard Kouchner et le frère jumeau d'Alpha Condé et Soro étaient venus rencontrer la cellule de lui. C'est pour vous dire que réellement, cet homme-là, il ne veut pas la guerre, cet homme-là, il veut une démocratie, une justice en République de Guinée. Ça, c'est sa présence à cette Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, vous suiviez en ce moment même l'autre, j'allais dire El Hadj, j'espère que vous deviendrez El Hadj un jour. Alors, notre frère Alpha Isiaka Diallo, membre du bureau politique, je veux dire du bureau exécutif de l'UFDG, qui nous parlait depuis New York. Alors, monsieur Diallo, c'est vrai, beaucoup d'observateurs ont apprécié à sa juste valeur d'ailleurs cette réception à Séoul-Souléa qui a duré plus de 2 heures selon les propos même de El Hadj Cellou Dalein Diallo. Mais au sorti de cette audience qui a fait tache d'huile, comme vous l'avez dit, conséquente, Bernard Kouchner, ex-ministre français des Affaires étrangères, et le président du Parlement ivoirien sont passés à Conakry pour se rencontrer avec El Hadj Cellou Dalein Diallo, ce qui est une très bonne chose pour la bonne marche de la démocratie. Mais au sorti donc de cette audience, ma question est de savoir quelle est la nouvelle stratégie de l'UFDG, puisque les élections législatives ont été reportées à Tunésie, il faut le dire ainsi, à une date qui n'est pas encore connue de tout le monde. Oui, merci M. Sagno. Nous, à l'opposition, nous, à l'UFDG, nous voulons des élections libres et transparentes et dans le propre délai. Mais compte tenu de la situation qui est là à Conakry, que le nouveau soi-disant président n'a pas voulu faire face, il s'entête toujours, il ne prend jamais la responsabilité vraiment pour gérer les choses comme ça se doit, pour qu'on organise des élections. Je crois que nous ne voulons pas des élections seulement pour des élections. Nous voulons des élections libres et transparentes, acceptables par tout le monde. Parce que si nous organisons des élections, nous participons à des élections frauduleuses, je crois que le pays va prendre feu. Et nous ne voulons pas que le feu en Guinée, nous voulons la paix, nous voulons une Guinée unie et prospère pour tous les Guinéens. Ici, vous savez que la Guinée, on parle des élections. Mais qui dit une date, sans vraiment que les acteurs qui sont là n'ont pas quand même été concertés, les acteurs politiques, l'opposition n'a pas été vraiment impliquée. Je crois que c'était la Mamaya. Je vous avais dit que le 8, c'était pas possible car l'opposition ne connaissait rien. Quand on nous parle de recensement ou de quoi que ce soit, je crois que tout ça c'est du blabla pour le moment. C'est-à-dire le jour où Alpha Condé sera prêt, nous allons partir aux élections. Dans le cas échéant, il y a des marches qui seront programmées à partir du mois de juillet. Les femmes ont déjà commencé à partir du mois de juillet. Tant qu'il n'y aura pas d'élection, tant qu'il n'y aura pas la justice, tant qu'il n'y aura pas la démocratie, la Guinée, Alpha Condé ne pourra rien gouverner. Nous allons le mettre le dos au mur pour lui montrer que s'il est soi-disant président démocratiquement élu, depuis bientôt 2 ans, il n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Alors, il est le chef de l'État, il doit mettre les Guinéens dans un même panier pour quand même gérer ce pays. Dans le cas échéant, l'opposition l'empêchera et aucun investisseur, aucun investisseur ne pourra quand même foutre ses pieds en République de Guinée, car ça sera un pays non gouvernable. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, M. Diallo. Je rappelle à nos auditeurs que vous suivez Radio Guinée USA dans son émission Washington Débat, une émission qui vous parvient tous les samedis à partir de 15h de Washington et de New York. Le monsieur qui vient de me céder le micro s'appelle Alpha.
membre du bureau exécutif de l'USDG, le principal parti de l'opposition en Guinée. Il nous parlait depuis la belle cité de New York City. Alors, monsieur Diallo, votre parti ne s'est pas prononcé. Comment avez-vous apprécié la démission de Dr Faya Milimono de la NGR? Merci beaucoup. Je crois qu'à des moments précis, quand tu es homme politique, tu dois prendre sa décision. Je crois que M. Faya Milimono, ça, on avait vraiment pressenti ça depuis un peu longtemps, car on ne peut pas, en tant que politicien, vraiment être dans un parti alors que la ligne du parti, ou en tout cas la ligne du premier responsable est contraire à ce que tu penses. Cela n'engage que moi. Mais le point le plus important, je crois que Dr Faya est guinéen. Il est majeur, il est libre vraiment à choisir son camp et il a choisi son camp. Je crois que personne ne peut l'empêcher. Tout ce que nous disons, c'est de le souhaiter bon sens et nous savons que nous avons une cause commune et nous allons rester ensemble avec lui à l'opposition pour le moment parce qu'il n'a pas choisi quelque chose. Tout ce qu'il va choisir, en tout cas, nous pensons que ça sera bon pour la Guinée, ça sera bon pour les Guinéens, car il ne veut pas être suivi, il veut être responsable, il veut quand même montrer que la Guinée appartient à tous les Guinéens, il a une cause juste, il lutte pour une cause juste. Nous l'apprécions et nous l'encourageons, nous le souhaitons bon. M. Diallo, dernière question avant que je ne prenne d'autres auditeurs et panélistes. Beaucoup de personnes ont dit que c'est plutôt le parti de El Hadji Dalen Diallo qui ouvre la porte grande à Dr Faya Milimono et selon certaines indiscrétions, Faya Milimono serait promu au poste de vice-président de l'UFDG dans les prochains jours, une fois qu'il sera au sein de ce parti. Vous, en tant qu'homme très proche de Faya, vous étiez à New York au cours d'un meeting que vous avez organisé et Dr Faya était là comme le speaker. Alors, quelle appréciation faites-vous de l'arrivée très prochaine de Dr Faya au sein de votre parti, si toutefois il devait y arriver? Ok, merci M. Sagno. Je crois que l'UFDG est ouvert à tous les Guinéens qui sont là, toute personne qui vraiment partage les mêmes idéaux que nous à l'UFDG. L'UFDG c'est un parti national, ce n'est pas pour une personne, c'est pour tout le monde. Et Dr Faya et à tous les Guinéens, vraiment la porte est grandement ouverte pour à l'UFDG. Mais je crois qu'il y a des choses qui se disent que ça peut être vrai ou pas vrai, mais pour le moment, en tout cas, si nous avons Dr Faya, vraiment nous serons gâtés et nous avons la porte ouverte non seulement à Dr Faya, mais à tous les Guinéens. Nous serons vraiment heureux de l'accueillir car nous savons que c'est un homme juste, c'est un homme démocrate, c'est un homme qui lutte pour la même cause que nous disons. De Washington, de New York, nous retombons à Washington pour prendre de politologue guinéen. Monsieur Chérif Liman François, vous venez de suivre le politicien Alpha Isiaga Diallo. Quelle réaction avez-vous face à ces propos? Oui, vraiment, je l'encourage de rester un politicien avec esprit ouvert, comme il a été toujours. Et je crois que l'esprit là qui anime tous les militants de l'UFDG, et notamment à travers son président, c'est là Dalen Diallo. Je vous ai dit, la situation que nous avons en Guinée aujourd'hui, c'est parce que le président de la République a montré clairement qu'il n'a pas la volonté d'aller aux élections le plus tôt possible. Il a montré clairement aux Guinéens qu'il n'a pas la volonté de respecter les dispositions de la Constitution guinéenne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les opposants, à un moment donné, ont demandé le dialogue. Il n'a pas ouvert sa porte. Il a plutôt tenté de prendre sa main gauche au lieu de prendre sa main droite, c'est-à-dire avec franchise, avec une députation claire sur des thèmes clairs et propres. Il a attendu que maintenant il a soumis certaines communes de leurs leaders légalement établis en laissant les autres. Il a pris en otage certains organismes au niveau des autorités locales, les CRDO, les chefs de village, chefs de quartier, il a mis des hommes en place et il est en train de faire le calcul mathématique pour le nombre de députés qu'il peut gagner sur le terrain. Et au fur et à mesure que le temps passe, mais si vous avez compris qu'il y a la paix en Guinée, c'est parce qu'il y a la volonté manifeste au niveau des leaders de l'opposition pour respecter la dignité du Guinée, pour ne pas aller en guerre civile comme mon collègue de New York venait de le dire. Parce qu'il y a la volonté manifeste au niveau
des gens de l'opposition pour ne pas confronter sur le plan physique les autres militants. C'est pour cela qu'ils font preuve de sagesse. Donc si le pouvoir qu'on a dit aujourd'hui, si le pouvoir prouve qu'il peut faire montre qu'il est prêt pour aller aux élections, nous allons aller aux élections parce que le président est prêt depuis le deuxième tour. Mais comme il veut acquérir une majorité, subjective qu'il imagine dans sa tête, aujourd'hui il retarde tout le pays à cause de ça. Et je ne crois pas que c'est patriotique de le faire. Et donc j'apprécie la ligne de conduite de l'FDG, j'apprécie ces leaders qui encore jusqu'à présent font preuve de sagesse. Très bien. Vous écoutiez le politologue guinéen, M. Chérif Lima François, basé ici à Washington où il est 16h16 en heure locale, 20h16 à Bogota en Guinée. Alors, mesdames et messieurs, l'événement majeur à Washington aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte sur les ambassades africaines à Washington, notamment les ambassades de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Bénin, de l'Égypte, du Botswana, du Mozambique et d'Afrique du Sud, sans oublier quelques pays caraïbes, Haïti, Trinité et Tobago. Voilà, mesdames et messieurs, la visite de terrain se poursuit par les touristes. Et au moment où nous vous parlons, l'ambassade de Guinée est secouée, animée par une troupe artistique qui est venue de New York City, là-bas, dans le New Jersey. Alors, nous tentons de joindre nos correspondants sur le terrain pour un reportage. Mais ce sera donc dans les prochaines éditions. Nous poursuivons donc ce débat. On va prendre un panéliste qui nous écoute et qui aime bien Washington Débat. Je pense bien que c'est M. Gatagbemou. Alors, si tel est le cas, M. Gatagbemou, vous avez l'antenne pour vos commentaires. Alors, pour commencer, la récente visite de El Hadj Seydou Dalein Diallo au palais de Kourouya, quelle leçon tirez-vous de cette visite qui a duré plus de 2h30, selon les propres termes même de El Hadj Seydou Dalein Diallo, M. Gatagbemou? Allô, M. Gatagbemou, apparemment, M. Gatagbemou, c'est plutôt M. Jules Fangamou, n'est-ce pas, M. à niveau de la technique? Ouais. Alors, quelle leçon, s'il y avait une leçon à tirer rapidement en 10 secondes, quelle leçon tirez-vous de cette visite-là et quelle position demanderiez-vous? Vous avez dit tout à l'heure, vous venez d'écouter donc notre frère Alpha Itaga Diallo de New York, qui est du parti même l'UFDG. Alors, quelle leçon avez-vous tiré dans ces explications et dans les exposés apportés ici par les uns et les autres, M. Gilles Fangamou, rapidement en 10 secondes avant de parler? Merci M. Georges, vraiment j'apprécie Nema Chérif Itaga Diallo, parce qu'il disait que le président voudrait la paix et la démocratie, c'est pour cela qu'il s'est rendu à la présidence pour bien discuter. Et je les ai vraiment écoutés et donc vraiment je remercie le président comment il s'appelle, Seydou Dalein Diallo, d'avoir accepté la démocratie, d'aller discuter, accepter la démocratie parce qu'il ne veut pas mettre... Dans une démocratie, on ne refuse pas le dialogue, oui, pour continuer. Oui. Pour bien respecter la loi dans notre pays. Et donc, j'ai apprécié vraiment le débat de son militant Itaga et Chérif. Vraiment, je les remercie beaucoup. Et je vais, donc, c'est ça, j'avais à aller appeler. Merci beaucoup, M. Jules Fangamou. Nous allons donc retourner à New York à M. Alpha Itaga Diallo. M. Alpha Itaga Diallo, vous suivez de très près ce qui passe dans la sous-région. Le Mali et la Guinée-Bissau sont deux pays en conflit aujourd'hui. Et la CEDEAO a toutes les peines du monde pour ramener la paix dans ces deux pays. Quel commentaire faites-vous des derniers développements survenus à Bamako en début de semaine dernière? Ok, merci M. Sagnon et merci à M. Galamou de tous ces mots. Je crois que ce qui se passe au Mali ou en Guinée-Bissau, je crois que c'est malheureusement, ce n'est pas ce que nous voulons en Afrique, mais je crois que cette CEDEAO que vous entendez parler, il y a des intérêts qui sont là en jeu. Je crois que le président burkinabé, n'oubliez pas qu'il est venu au pouvoir par les armes et il est là en train d'intoxiquer, en tout cas de diviser et de faire tout le mot que vous connaissez contre la démocratie en Afrique pour instaurer une dynastie française qui est là. Il joue le rôle de la France
francophonie et de la France. Je crois que cette attitude de la CEDEAO, il faudra que nous fassions beaucoup attention, car en Guinée, on a respecté la décision de la CEDEAO. Nous connaissons ce qui s'est passé à Conakry et jusqu'à présent, nous connaissons ce que nous vivons en Guinée. Malheureusement, le pays là où tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un pays démocratique, que la démocratie s'est instaurée depuis 20 ans, le Mali, ça aussi, il y a eu détérioration. Je crois que ici, c'est les intérêts qui sont là. Il y a des intérêts personnels qui sont en jeu de partout en Afrique. Il faut qu'on s'en méfie beaucoup de cette CEDEAO. Je crois que les Maliens, malheureusement, nous n'avons jamais souhaité un coup d'État partout dans le monde. Nous voulons quand même que la démocratie vraiment s'instaure. Nous voulons que la démocratie triomphe. Mais malheureusement, les militaires, partout, je vous avais dit dès le premier jour le coup d'État au Mali, oui. Partout où il y a la paix, partout où il y a la justice, partout où il y a l'égalité, il n'y aura pas de rébellion, il n'y aura pas de coup d'État. Mais dès que certains sont opprimés au détriment d'autres, je crois que c'est à partir de là que quelque chose va s'installer. Alors les mauvaises graines vont chercher à déstabiliser. Je crois que c'est malheureusement pour les Maliens et pour l'Afrique, car le Mali était un exemple pour la démocratie, mais elle tombe. Je vois qu'il y a des fractions de gauche à droite, des coups d'État contre coups, et il y a le pays est complètement divisé. Personne ne veut ça. La sécession du Mali, c'est malheureusement contre tout le monde, contre toute la sous-région. Tant que ton voisin ne dort pas, toi aussi tu ne pourras pas bien dormir. Je crois qu'il faut que nous cherchions, que la jeunesse arrive à prendre ses responsabilités et chercher à trouver des solutions qui sont là et durables pour ne pas, en tout cas, cette CEDEAO que vous voyez ici ne pourra pas vraiment renverser la vapeur, car ce sont des vieux, le moment est un peu critique pour eux. Nous voulons que la jeunesse arrive à reprendre l'arène de politique en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Vous écoutiez Alpha Isiaga Diallo, notre compatriote, membre du bureau politique, bureau exécutif plutôt de l'UFDG, le parti de El Hadj Seluzalem Diallo. Il est 16h23 à New York City. Alors nous revenons à Washington pour prendre la route de Nord-Ouest. Monsieur Chérif Niman François, alors en Guinée-Bissau, quand au Mali la CEDEAO cajole et caresse la junte, ce n'est pas la même chose qui se passe du côté de Bissau où la carte de la fermeté s'applique. Pensez-vous que la CEDEAO joue-t-elle ici une carte de deux poids, une politique de deux poids, deux mesures, cajoler la junte au pouvoir, qui a temporairement cédé le pouvoir donc à un président de transition, M. Djoukouda Traoré et son premier ministre Modibo Diarra, et du côté de Bissau, on joue à la fermeté, non, quitter le pouvoir, ramener l'ordre constitutionnel. La CEDEAO avait même l'intention de ramener le président fédéral et le vice-président et le premier ministre Carlos Gomez Junior. Je vous rappelle que ces deux personnalités sont actuellement du côté d'Abidjan pour un exil doré en attendant que le calme revienne à Bissau. Alors, est-ce qu'une politique de deux poids, deux mesures à Bissau, Félix Niman François? Oui, merci Georges. Je crois que la situation au Mali était claire. Pour ceux qui s'intéressaient comme moi à la politique que Toumani avait développée dans ces derniers temps au Mali, donner tous les indices. D'après lui, ou même pendant ces derniers temps, il devait avoir un mouvement. Parce que, comme Diallo venait de le dire, quand l'injustice quand même frappe à l'œil, on méprise le mépris et il devient un outil de la gestion politique du pays. Vous allez vous comprendre, vous allez vous rendre compte que naturellement, les gens vont, les victimes vont se saisir, jusqu'à ce qu'un jour vont s'exploser. Et puis, c'est pas au Mali. Au Mali, pour ceux qui ne sont pas informés, il y avait fait une année, il n'y avait pas d'école publique au Mali. Ils étaient à la maison, et eux qui étaient au pouvoir, ils avaient envoyé leurs enfants à l'extérieur, ils avaient envoyé leurs enfants dans les écoles privées. Ils avaient laissé les écoles privées ouvertes, et ils ont fermé les écoles publiques. Vous comprenez que une telle situation ne peut pas continuer. Et quand il y a eu le coup d'État, c'était clair que
Soumani n'avait pas revenu au pouvoir en aucun cas. Et la dette a été ferme, la classe politique était ferme, et même l'Occident, comment on appelle, la CEDEAO, l'Union africaine, avait fait déjà le constat. Mais, si c'est sur la structure, l'aide nous a partis, on confie une période transitoire à des hommes responsables, et c'est pour cela, le Premier ministre actuel, qui est d'ailleurs un citoyen américain, dimanche pouvoir, dimanche pouvoir dans ses mains aujourd'hui, que le président de l'Assemblée issu de l'ADEMA n'a pas, il a toujours la même politique. Et clairement, même si c'est deux hommes différents. S'agissant de la Guinée-Bissau, vous savez, la Guinée-Bissau a été victime plusieurs fois des abus, des autorités militaires dans ce pays, sans oublier aussi des dirigeants civils qui ont abusé, méprisé, ignoré le peuple, les demandes du peuple. Aussi, s'il y a eu un coup d'État, le coup d'État est devenu une partie, est devenu culture dans la gestion des affaires quotidiennes, des affaires publiques de la Guinée-Bissau. Et c'est pour ça qu'il y a eu le coup d'État. Vous venez de dire qu'il y a eu une fermeté, il n'y a pas de fermeté, mais genre, il y a le procès Alpha Condé de la Guinée et le monsieur de Yahya Jammeh qui veulent que le Premier ministre et le président reviennent au pouvoir. Il y a de l'autre côté, il y a le président du Nigeria, Jonathan et puis Blaise, comment on appelle, Alassane Dramane Ouattara, qui sont un peu plus flexibles au retour du Premier ministre et de la transition. Ils veulent une transition et ils ont laissé des portes ouvertes. Mais vous avez de voir les deux camps au sein de la CEDEAO face à la Guinée-Bissau, qu'est-ce que chacun défend. Et Alassane venait de dire que dans les affaires publiques aujourd'hui en Afrique, les gens vont se défendre leurs intérêts. Et nous avons constaté, quand vous regardez Alpha Condé, il se dit que peut-être je fais des victimes demain, si je ne prends pas, je n'ai pas le temps de mettre, parce qu'il a la même méthode de gestion des affaires publiques que ce que nous avons constaté, ou ce qui a abouti à Guinée-Bissau à vivre ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Par la négligence, le mépris et la marginalisation des régions ou des couches sociales entières. Très bien. Merci, monsieur Nimache François. Alors, direction Raleigh où nous attend de pied ferme notre panéliste, monsieur Diona. Monsieur Diona, pensez-vous que la CEDEAO pratique une politique de deux poids, deux mesures dans la sous-région face aux crises maliennes et bissau-guinéennes? Je vous remercie, Georges Léonard. Bon, je crois que la CEDEAO a échoué dès le début, parce que elle a pris parti en n'acceptant pas l'instauration, comment dirais-je, du président africain. Vous voyez, ce qui a continué, je vais dire que non, que cela va, comment dire, susciter encore d'autres coups d'État. Et voilà, nous avons vu encore celui de, comment dire, la Guinée-Bissau. Donc vraiment, la CEDEAO doit être, comment dire, doit savoir ce que faire. Parce que quand tu regardes aujourd'hui au Mali, il y a plein d'arrestations. Il y a beaucoup d'arrestations, les arrestations continuent. Tu as vu? Donc c'est pas bon. Le militaire, c'est au camp. Le pouvoir, comment dirais-je, s'ils veulent, comment dirais-je, celui qui a fait le coup d'État là, la majorité suprême, il dépose, comment dire, sa cellule, bon, attends les élections, c'est présenté, pour se présenter, c'est présenté. Voyez-vous? Très bien. Vous voyez, à travers ce qui s'est passé au Mali, la Guinée-Bissau résiste. Les putschistes résistent. Parce que c'est déjà ce qui se passe. Il y a une flexibilité, comme l'a dit, comment dirais-je, Nema Chéri, de la part des dirigeants de la CEDEAO. Et voilà, ils continuent. Ils ne peuvent pas résoudre ce problème. Ils ne pourront pas résoudre le problème parce qu'ils ont été flexibles quelque part. Donc vous pensez que la CEDEAO a déjà échoué quoi, face aux crises maliennes et bissau-guinéennes? Oh oui. Monsieur Diona, restez en ligne au Messia du côté de la technique. Nous avons en ligne de Goma notre sœur Chantal Faïda, économiste et analyste basée à Goma. Madame Chantal Faïda, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Radio Guinée USA. Bonsoir. Voilà, merci de nous pratiquer à partir de Goma, à l'est de la RDC et dans le nord Kivu là-bas. Alors, Madame Chantal Faïda, la crise ouest-africaine crève
lève les yeux de nos auditeurs et auditrices dont vous faites partie. Alors, comment observez-vous le développement, pour ne pas dire les derniers développements de la crise malienne où des militaires loyalistes ont tenté de déloger les putschistes dans le camp de Kati, là-bas à Bamako? Merci beaucoup, Georges. Je voulais ajouter que c'est vraiment un attachement particulier des pays de la région de la CEDEAO. Et ça prouve que s'ils ont du soutien du Conseil de sécurité ou de l'Union africaine, ils peuvent faire mieux. Bien que les citoyens de la région de l'Ouest soient un peu mécontents de cette décision de traquer le tourisme, moi je trouve que ça va de l'intérêt de tous les pays de la CEDEAO de prendre cette décision pour que la paix soit rétablie. Très bien. Alors, il y a d'autres qui pensent que Mme Chantal Faïda, que la CEDEAO est en train de jouer, de pratiquer donc une politique de 2 poids 2 mesures. Elle cajole d'un côté les putschistes là-bas à Bamako et de l'autre côté elle joue la carte de la fermeté à Bissau où elle demande le départ de la junte et le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Quelle analyse faites-vous à partir des montagnes de Bukavu là-bas, Mme Chantal Faïda? Merci beaucoup. Je rappelle que je suis toujours à Goma, au Congo. Très bien. Je sais que la CEDEAO a pris cette décision sanitaire dans tous les pays. Donc, ne pensez pas que au Mali et en CEDEAO, cette guerre froide va toucher dans l'ensemble de la région de la CEDEAO. Donc, toutes les décisions prises intéressent tous les pays de la région. Donc, c'est vraiment une décision sanitaire, mais que la plupart des citoyens l'apprécient beaucoup. Voilà, merci beaucoup Mme Chantal Faïda. Restez en ligne d'une crise à une autre, d'un conflit à un autre. Nous sommes en RDC, la RDC où l'armée régulière est en train de traquer le général dissident Bosco Ntaganda. Et Mme Chantal Faïda, vous êtes d'accord avec moi que le week-end dernier, votre pays a été secoué, votre région, la province de Nord Kivu a été donc secouée par cette traque. Alors au moment où nous vous parlons, quels sont les derniers développements de cette traque du général Bosco Ntaganda, Mme Chantal Faïda? Merci beaucoup pour la question. Donc, actuellement, ce sont les affrontements qui continuent dans le territoire où se trouve actuellement le président réel, l'ancien CNDP de Ntaganda. Donc, les affrontements continuent de se poursuivre entre les loyalistes et les rebelles de Ntaganda. Et pour limiter à l'origine de cette crise, c'est que je suis en non-respect des accords de combat de 2009 entre le parti, l'ancien mouvement rebelle, aujourd'hui devenu parti CNDP avec le gouvernement congolais. Donc, le gouvernement congolais avait communiqué à ce mouvement rebelle ou à ce parti de la majorité aujourd'hui que nous aurons au sein du gouvernement et qui seront intégrés dans l'armée et qui auront aussi des fonctions et grades au sein de l'armée. Ça n'a pas été fait de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est aussi venu aggraver la crise et aussi la traque, soit la demande de transfert de Ntaganda comme auteur de crimes administratifs en 2002 avec Thomas Banga et jusqu'au 2016, il n'a pas encore transféré ses dissidents rebelles et continue à les couvrir. Ce qui pose vraiment des crises actuellement, on a réussi de 15 000 déplacés selon le HCR qui sont soit à Goma, soit au Rwanda et c'est vraiment une situation catastrophique. Une situation catastrophique. Est-ce que, Mme Chantal Faïda, vous êtes économiste, analyste, est-ce que vous pouvez nous confirmer si oui ou non il y a un bilan? Si oui, quel est le bilan des affrontements? Est-ce qu'il y a eu des morts? Pour ainsi nous résumer. Oui, sûrement. Donc, là, il y a uniquement manqué de pertes en vie humaine, des villages incendiés. Mais jusqu'à présent, les forces loyalistes, donc les forces du gouvernement, ne livrent aucun bilan. Ce que nous savons, c'est qu'il y a beaucoup de pertes dans les camps du côté gouvernemental.
Mme Chantal Faïda, qui de l'armée régulière se battent, n'arrive pas à mettre main sur un seul rebelle, un dissident de l'armée, qu'il soit général ou lieutenant ou caporal? C'est la grande question que tous les Congolais se posent. Comment on n'est pas sûr de traquer un seul individu, bien qu'il y ait un général au sein de l'armée. Donc, plus un Congolais se pose cette question, se demande est-ce que vraiment on a une armée forte, républicaine en République démocratique du Congo. Soit c'est une situation de non-État, on n'a pas d'État parce que l'État, c'est la force, c'est l'armée. Ici, on n'a pas d'armée, donc on n'a pas d'État. Alors, est-ce qu'au moment où nous parlons, vous confirmez qu'il y a le calme quand même à Goma, dans la ville de Goma? Je pense que le calme est relatif parce que hier dans la soirée, au niveau des camps de déplacés ici à Goma, il y avait des coups de feu qui s'entendaient. Parce qu'il y a des gens armés non naturellement identifiés qui sont partis ravir deux églises vraiment qui ont été distribuées aux déplacés. Et ça faisait encore un afflux massif et une dispersion des déplacés partout dans la ville. Mais quand même, aujourd'hui, ça semble être relativement calme. Merci beaucoup, Madame Chantal Faïda. Restez en ligne. Nous allons retourner à New York pour reprendre notre compatriote Alpha Issaka Diallo. Alpha Issaka Diallo, d'une crise à une autre, nous sommes à Goma, plutôt dans le Kivu, en RDC. Vous avez écouté notre panéliste Chantal Faïda, économiste et analyste. Quelle réaction avez-vous, monsieur Diallo, face à cette crise? On cherche à arrêter le général dissident Bosco Ntaganda. L'armée n'arrive pas à mettre main sur lui. C'est des dizaines de déplacés, des milliers de déplacés. Alors, quelle analyse avez-vous en tant que politicien? Je crois que ici, vraiment, je salue ma soeur qui est toujours aussi très présente ici à notre émission. Je crois que, M. Sagno, je crois que le point le plus important ici, c'est la paix. Oui. C'est ce que nous vous disons en Guinée. Nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas vraiment venir, c'est-à-dire rester, partir à Sékoutouré dépasser des cadavres. Il faudra que nous partons avec tous les Guinéens. Nous ne voulons pas de morts. En République du Congo, je crois que depuis beaucoup belle lurette, la violence est là, les viols et tout ce que vous connaissez comme colère de violence. Je crois que nous regrettons ça. Nous ne voulons pas ça en Afrique. Il faut que l'Afrique soit quand même un pays quand même où la paix et la justice et l'égalité est là. Je crois qu'au Congo aussi, ils ont de sérieux problèmes, que nous prions Dieu que ça change et que réellement la paix, la stabilité y est. Mais malheureusement, nous constatons depuis longtemps que cette partie de l'Afrique est en train de des violences qui sont là, qui ne disent pas son nom. Vraiment, en tant que politiciens, nous nous regrettons, nous ne voulons pas cette violence, nous voulons qu'il y ait démocratie, qu'il y ait justice, qu'il y ait l'égalité entre tous les fils et filles du Congo et que ce pays riche que nous connaissons stable arrive à être stable et que chacun puisse quand même vraiment être fier en République du Congo. Je crois que c'est ce que je peux dire. Nous regrettons et nous souhaitons que la paix et la justice y aient et que les Congolais vivent ensemble. Merci beaucoup à M. Alpha Issaka Diallo. Direction Raleigh où nous retrouvons M. Diona, en attendant de revenir au politologue guinéen. M. Diona, quelle réaction avez-vous face à ce reportage de notre panafricaine panéliste, Mme Chantal Faïda depuis Goma? Je vous remercie. Je remercie les panélistes. Vraiment, c'est déplorable de voir comment ce vient de voir en Afrique. Vraiment, c'est marrant cela. Vraiment. Le Congo a connu trop de problèmes. Et puis, bon, on a vu comment dire Laurent Kunda qui a fait la terreur et qui est parti haut les mains. Sans pour autant être poursuivi. On me dit que les choses continuent comme ça. Vraiment, ce beau pays, bon, c'est riche. Les gens se disaient que c'est comment dire à développer, disons, à avoir cette richesse, à développer le Congo. C'est la guerre, tout le temps, de la guerre. Vraiment, c'est marrant. Donc, je crois que la main de Dieu doit jouer là-dessus, afin que cela puisse cesser, les gens puissent comprendre ça, et puis, bon, faire du Congo un pays fort. Oui, faire du Congo un pays fort, mais vous venez d'écouter notre panéliste qui dit que pour le moment la guerre n'a pas de bilan. Est-ce que vous pensez que vous pouvez expliquer qu'il y a eu assez de morts puisque les combats ont été quand même très violents, M. Diona?
Mais partout où on parle de combat, mais ça c'est des gens qui tombent, des humains qui tombent, ça c'est sûr. Il sait que bon, quelque part ça finit de voir des plaisirs, mais réellement on sait que vraiment c'est chaud là-bas. C'est très difficile. Pas bien, M. Jonah, restez en ligne. Nous revenons à Washington pour retrouver le politologue guinéen, M. Jérôme François. Alors, vous avez suivi notre panéliste de Goma, Mme Chantal Faïda, économiste et analyste. Quelle réaction avez-vous la guerre a fait donc plus de 15 000 déplacés, et pas de bilan officiel côté mort. Alors, vous, en tant que politologue et analyste, quelle réaction avez-vous? Oui, Mme Chantal, restez en ligne. Alors, est-ce que M. Chérif Nimam, vous me suivez? Ah oui, bon, j'avais... Oui, vous avez le micro. Alors, vous avez écouté Mme Chantal Faïda, qui est toujours en ligne d'ailleurs. Il n'y a pas de bilan officiel côté gouvernement, tout comme côté rebelle. Mais comment expliquez-vous que toute une armée régulière d'hommes, grand marigot comme la RDC, population plus de 70 millions, alors qui a tout le mal possible pour mettre main sur un seul individu, qu'il fût général ou soldat ou caporal deuxième rang? Aujourd'hui, la RDC, c'est la guerre. Il n'a que quelques ministres auprès de lui et certainement des auditeurs et analystes nous ont dit, mais comment est-ce que le pays est en train de négocier donc avec ce général-là la sécurité de tout un pays? Et Chantal venait de dire, un pays, c'est son armée, une armée, c'est la force. Alors, comment expliquez-vous, vous qui êtes un politologue africain basé aux États-Unis, ce qui se passe là-bas dans le Kivu? Oui, Georges, bon, malheureusement, je ne suis pas un stratégiste, je ne suis pas un officier. Oui. Alors, monsieur François, apparemment, vous ne portez pas votre casque. Apparemment, on l'a perdu. Alors, nous allons donc continuer. Alors, Madame Chantal Faïda, vraiment, comment les populations de Goma vivent-elles cette crise, cette nouvelle crise, qui n'est pas la première dans le Kivu et à Goma aussi, Madame Chantal? Merci beaucoup pour la question. Donc, à Goma, c'est la peur, c'est la psychose au sein des populations de Goma et d'environ. Nous avons aussi appris que les populations sont en train de se diriger vers le sud Kivu. Donc, c'est une guerre qui est en train de s'étendre sur l'ensemble de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, c'est vraiment la psychose, la peur et aussi une fin qui s'annonce parce que le territoire massif c'est actuellement des affrontements, c'est vraiment les fournisseurs, côté des fournisseurs en vivre de Goma et d'autres villes de la province, mais actuellement, rien ne sort de là. Et les populations de Goma, comment arrivent-elles à s'approvisionner? Est-ce que pour le moment en ville, la vie, le rythme de la vie, c'est qu'il n'est pas comme le même que nous avons connu dans le passé, mais est-ce que vous avez dit, il y a la peur, mais est-ce que la population arrive quand même à s'approvisionner en nourriture, en eau et en électricité, tout ça? Ce qui n'est pas facile, et donc c'est seulement ceux qui ont assez de moyens qui parviennent vraiment à s'autosuffire en aliments. Mais le reste, ceux qui n'ont pas vraiment de moyens, un minimum vital, un pouvoir d'achat suffisant pour s'acquérir des vivres dans des marchés, ils sont là vraiment en train de souffrir de famine et de manque d'eau, parce que ça aussi c'est une crise qui a toujours persisté, et comme il y a une autre crise qui s'ajoute, donc ça devient vraiment intenable. La vie n'est pas vivable à moment ces jours-ci. Alors, que disent les autorités? Je veux parler, la première autorité locale, c'est le gouverneur. On l'a entendu sur les antennes des médias internationaux la semaine disant que oui, si le général Bosco veut la guerre, nous allons la faire. Alors, que dit le gouverneur de Goma, par exemple, ou de Kivu, Mme Chantal Faïda? Bon, c'est une contradiction totale parce qu'il s'exprime qu'il a été mandaté pour traquer les dissidents rebelles Bosco. Après, s'il dit par après qu'il ne sait pas là où il se trouve concrètement, si c'est à Goma ou si c'est ailleurs, il ne sait pas. Donc, c'est vraiment une contradiction totale. Et le peuple est laissé à son truc de son, il ne sait pas à quel point se trouver parce qu'au niveau national,
prières de bonne protection à vous, Madame Chantal Païda, car vous êtes très importante au niveau de notre équipe ici. Tous les auditeurs de Radio Guinée USA vous accompagnent dans cette traversée du chemin, dans cette traversée du désert, j'allais dire. Alors, restez en ligne, Madame Chantal Païda. Chérif Dima François, vous êtes de retour parmi nous. Madame Chantal Païda est en ligne. Aujourd'hui, ne s'approvisionne que ceux-là qui sont forts, qui sont nantis à Goma. La population, donc, est à l'abandon. Les autorités publiques, gouvernement, donc, le gouverneur de la localité n'arrive pas à donner des informations fiables, à calmer le jeu. La guerre continue. Vous qui êtes en tant que politologue africain basé à Washington ici, quelle analyse faites-vous rapidement, M. Chérif Dima François, on n'a plus pas le temps? Oui, je dis pas le souci, mais le cas congolais n'est pas le seul. Vous avez vu au Mali, au Nigeria, nous avons vu avec les Châtelons, les trucs, nous avons vu un peu en Côte d'Ivoire, où il y a eu des rébellions. C'est tout ce pays de une armée. Mais la question se pose comment? Si les Syriens, comment fonctionnerait le réseau de ramification qui remonte dans les pays occidentaux, qui les fournissent en armes et en récompense qui gagnent les métaux précieux tels que le diamant et l'or. Maintenant, au sein même, à l'intérieur du pays, pour que l'armée régulière n'arrive pas à mettre main sur un seul soldat, je disais, c'est parce que ces soldats méritent toujours la confiance et la complicité d'une grande partie de la population en général. Ils sont toujours installés dans une région qui les est favorable. Toujours. Ils ne vont jamais aller dans une région qui ne les affecte pas. Donc, Monsieur Chérif Dima François, rapidement, voyez-vous la main du Rwanda derrière tout cela? Moi, je me dis, Rwanda n'est pas le seul, mais il y a beaucoup d'autres pays frontaliers qui sont complices, et il y a beaucoup d'autres multinationales qui sont complices. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc sur ces notes interrogatives que nous mettons fin à cette édition que vous a animée Georges Léonard Sagno. Compte tenu des difficultés techniques au départ, nous n'avons pas pu joindre nos auditeurs toujours du Congo, notre confrère Koudra Maliro de Radio Télé Soleil Béni, là-bas au Congo. Et Madame Maliro Zeboura devrait être en ligne de Bukavu et suivie de Madame Benita Kanyigini. Et sans oublier Madame Rosine Zagabé. Alors, ce n'est que partie remise. La semaine prochaine, nous ferons encore d'autres débats. Merci à vous, merci à Madame Chantal, merci de vos propos et merci vraiment de votre intervention sur nos antennes aujourd'hui. Merci beaucoup, Georges. Voilà, et bonne nuit à Goma, car je sais qu'il est 23h, presque 22h49 à Goma, là-bas, à l'est de la RDC. C'est donc sur cette note que nous mettons fin à cette édition. Merci à notre compatriote Alpha Isiaga Diallo depuis New York. Monsieur Diallo, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver chaque samedi et à chaque fois que nous vous lançons une invite pour venir débattre avec vos compatriotes. Chapeau à vous, bon courage dans votre combat politique. Merci également à M. Diona du côté de Raleigh, la cité ensoleillée là-bas en Caroline du Nord. Merci à tous nos auditeurs et panélistes de Washington, sans oublier le politologue guinéen qui a toujours montré sa preuve, qui a toujours fait preuve de bonne volonté et de dynamique ici à Radio Guinée USA. On se reprend la semaine prochaine pour d'autres émissions. Tous ceux qui nous écoutent à tous les quatre coins du globe, que vous soyez à Washington ou partout, bonne soirée, merci à vous, bon week-end. Et l'événement majeur, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, c'était la journée porte ouverte sur les ambassades ici à Washington.